On m'a souvent dit quand on venait dans mes vignes que quand on marchait c'était souple, voilà, il y a une espèce de douceur qui fait que bon, on n'est pas sur quelque chose de dur, de rude quoi. Dans les années 60-70, un ingénieur agronome, Maxime Guillaume, a écrit un petit ouvrage qui est passé quasiment inaperçu à l'époque et qui est peu connu aujourd'hui. Le titre c'est « Le sol fait le climat ». 50 ans après, on a du mal à assimiler cette vérité, cette maxime. C'est sans doute les similitudes, les apparences qui trompent et qui font qu'aujourd'hui on en est à chercher des solutions comme des bassines pour irriguer, alors que la solution elle est sous nos pieds. Donc je vais brosser un cadre. Là ici on est en Piémont-Cévenol. Vous avez Anduze l'Aigual, vous avez Alès le Lozère. On est à 5 km à vol d'oiseau, on est en climat typiquement méditerranéen, même arrière-pays méditerranéen. Mon grand-père me disait toujours, si tu veux connaître le climat ici, c'est longtemps sec, longtemps mouillé. Ce qui veut dire que quand c'est longtemps mouillé, ça peut être beaucoup d'eau en même temps et en peu de temps. Donc si vous n'avez pas un sol capable d'éponger une partie de cette eau, ça part directement à la mer, d'où sécheresse, inondation et compagnie. La crue que nous avons eue ce matin a baissé sur le Gardon d'Anduze. Néanmoins, nous attendons d'autres pluies. À l'heure où je vous parle, nous avons le tonnerre, des éclairs et des orages qui arrivent. Et donc, nous nous préparons malgré tout à une nuit éventuellement compliquée. Vous avez deux vignes, donc il y en a une en bio, une en conventionnel. Donc au premier coup d'œil, bon, c'est vert d'un côté, c'est vert de l'autre, un peu plus foncé parce que c'est pas le même cépage. Là c'est de l'Uni blanc, là c'est du Merlot. Donc la façon de travailler, si vous regardez, bon, il y a une rangée qui est travaillée mécaniquement, donc le sol est à peu près nu. Vous avez une rangée qui est enherbée. Si on va de l'autre côté, vous voyez, on a une rangée travaillée ici, une rangée enherbée, une rangée travaillée. Donc, à vue de nez, la différence entre les deux, bon, celui qui a un œil averti, il va reconnaître quelques indices qui vont lui faire dire laquelle est en bio, laquelle ne l'est pas. Allez, si vous donnez votre langue au chat, vous avez un érigéron. Dans les vignes qui ont des sols bien structurés, elles ne poussent pas. Il y a les graines, mais elles ne poussent pas. Par contre, dans les vignes qui ont des sols bien tassés, c'est une plante pionnière. Donc les plantes pionnières, c'est quand le sol est fatigué et tout, mais elles sont là pour refaire du sol. De ce côté, vous n'en trouverez pas, vous pouvez chercher. En fait, là, vous avez 44 ans de culture bio. Et là, vous avez de la culture conventionnelle avec désherbant. Donc on voit les effets, hein. Le sol il est grosse fissure, tout craquelé. Si on regarde les productions, bon, on est sur des belles productions. Donc il n'y a pas de souci. Une vigne en conventionnel le produit. Une vigne en bio, ça produit aussi. Bon, après ça dépend des cépages et tout. Bon, au niveau maladie, ça a été maîtrisé d'un côté un petit peu moins ici. On voit quelques impacts du mildiou encore là. Mais c'est pas ça qui a enlevé toute la récolte. On a quelques coups de soleil, j'en ai aperçu un là. Mais ça c'est les 44 degrés qu'on a eu ces jours-ci. Donc on a des graines de raisin qui sont carrément cuit. Ce raisin, si on le mange, il a goût à confiture. C'est pas non plus ce qui va enlever la récolte. Ça peut, au bout d'un certain pourcentage, ça peut donner des goûts bizarres dans le vin. Voilà, donc en apparence, celui qui travaille bien en bio ou celui qui travaille bien en conventionnel, il fait les mêmes récoltes. Donc on se dit finalement, le sol, il y est pas pour grand chose. Sauf que bon, sur une terre comme ça, qui est depuis 44 ans en bio,
Il y a un équilibre qui s'est fait tout seul, donc il n'y a plus besoin d'apporter des éléments minéraux ni organiques quasiment. Et sur une vigne comme ça, c'est engrais chimiques, NPK, azote, phosphore, potassium. Ce qui est certain, c'est que ce type d'agriculture n'est pas durable parce que les engrais, que ce soit le phosphore ou la potasse, sont des engrais fossiles. Là, on est arrivé à un équilibre, mais c'est un équilibre qui m'a demandé 35 ans de travail, quoi. Pendant 35 ans, j'ai accepté des baisses de rendement, j'ai accepté... Et quand on y arrive, mais 35 ans c'est une génération, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ou qui a envie de le faire. Maintenant, avec le recul et l'expérience, je sais qu'avec des engrais verts, par exemple, ou de l'apport de matière organique, on peut plus rapidement transformer un sol en sol vivant. Mais là, il n'y a pas eu de semis d'engrais verts, mais il y a eu un apport de broyage, de compost de broyage de végétaux. Donc on en a mis une couche assez conséquente, là il y a au moins 6 ou 7 cm, quelquefois plus. Là dans 2-3 ans, on aura une masse d'herbe qui va pousser naturellement. Ça demande beaucoup de manutention parce qu'on verse avec une benne, on n'est pas en croc. Et puis il faut avoir des gros volumes, donc on peut le faire que ponctuellement, quoi. Mais c'est une terre qui était très fatiguée, donc on a décidé de le faire. Les engrais verts, eux, leur rôle, c'est de diviser le sol par les racines, d'apporter des complexes, des mycorhizes, tout ce qui permet à mieux fixer l'eau, et puis d'apporter certains éléments aussi. Les engrais verts, genre légumineuses ou papillonacées, eux, ils amènent de l'azote. Les engrais verts style chou, moutarde ou autre décomplexent le phosphore et ça permet d'améliorer les sols, quoi. Puis après, bon, il y a des herbes spontanées qui se mettent à pousser, qui vont déstocker le potassium, etc. Ceci dit, on vient de voir que de loin, il est difficile de comprendre ce qui fait que deux sols de même origine géologique se comportent si différemment vis-à-vis du cycle de l'eau. Et on le comprendra avec le petit test qu'on va faire ensuite, après avoir prélevé quelques échantillons. Mais avant, il faut se rapprocher du sol pour voir sa structure. Voilà ce qu'on doit avoir dans un sol vivant. Des trous, des petits trous, rien que des trous. Et quand il pleut, bon là il est un peu dur, parce qu'il est sec, mais dans tous ces trous, l'eau elle peut descendre, mais à vitesse grand V, quoi. Quand il y a un trou comme ça, là il descend de l'eau, hein. Donc là on s'aperçoit très vite qu'il y a un côté beaucoup plus anguleux, beaucoup plus serré, beaucoup plus tassé. Donc on voit des microstrates. Si on essaie de détruire l'agrégat, on voit qu'il se délite. Voilà, là on voit très bien que c'est des couches comme un millefeuille, quoi. Donc ça, quand l'eau passe dessus, ben le ruisselle ne peut pas rentrer, c'est pas possible, quoi. Voici donc le test dont j'ai parlé. Après avoir prélevé les sols dans la terre en conventionnel et dans la terre en bio depuis 40 ans, on va faire le test avec les bouteilles. Donc c'est 2 bouteilles que vous coupez aux 2/3, vous les retournez, vous percez les bouchons de façon similaire pour ne pas biaiser le test. Et puis après on fera passer de l'eau. Donc on met de la terre dans les bouts de bouteilles coupées. On en met la même quantité de chaque côté. Alors ce genre de test, il faut le faire en comparant toujours des terres qui sont de même origine géologique. Donc vous ne pouvez pas faire un test comparatif avec une terre limoneuse et une terre argileuse ou des terres qui sont de régions complètement différentes. Donc c'est vraiment
L'importance sur le cycle de l'eau, c'est de comparer des terres qui sont d'origine géologique les mêmes. Voilà, donc on va simuler les orages cévenols, puisqu'on est dans une région où des fois ça arrive qu'il pleut fort. Et on fait passer l'eau, et puis après on va observer. Vous avez immédiatement quelque chose qui saute aux yeux, c'est que d'un côté, l'eau est passée sans s'arrêter, et de l'autre côté, elle coule avec difficulté. Le sol, c'est quelque chose qui peut être vivant ou mort. Donc s'il est vivant, il s'organise, et s'il est mort, il est désorganisé. Si vous n'avez pas de complexe organisé et stable, vous allez avoir immédiatement la terre, l'argile, les sels minéraux qui se mettent en suspension. On le voit très bien dans la bouteille du sol conventionnel. Donc vous pouvez imaginer immédiatement les conséquences sur le cycle de l'eau. Les terres sont rarement à plat complètement, et même elles seraient à plat complètement, l'eau elle va s'écouler, elle ne peut pas rester sur place. D'un côté, l'eau elle va rentrer et elle va aller dans les sols, dans les nappes, alimenter les sources et puis les rivières, et puis rallonger le cycle de l'eau. Et de l'autre côté, elle reste en surface, donc elle va s'écouler, elle va emporter l'argile et les sels minéraux et les engrais si vous en avez mis dedans. Alors, suivant les types de sol que vous avez, vous n'aurez pas tout à fait la même réaction. Là, on est sur un type de sol argilo-calcaire, donc il y a beaucoup d'argile. Donc cette argile, avec les sels minéraux, forme cet ensemble qu'on appelle le complexe argilo-humique. C'est un ensemble qui est dynamique, donc toujours en vie. Si toute l'eau s'en va dans les rivières, et là, toute l'eau descend dans les nappes, donc là, elle va alimenter les sources, puis les rivières, et tranquillement, le cycle de l'eau se fait normalement. Vous aurez davantage d'évapotranspiration, donc ça permet de rafraîchir le climat. Là, vous avez toute l'eau qui tombe fout le camp, dans les rivières puis à la mer. Donc vous avez sécheresse, aggravation des phénomènes d'érosion, et à la fin, on se retrouve avec un climat qui est complètement dégradé. Là, vous avez l'exemple d'une terre vivante comme dans les montagnes où, quand il fait des grosses pluies, vous avez de l'eau claire qui coule des prairies ou des forêts ou des sols. Et là, vous avez l'exemple des eaux boueuses qui envahissent les villes, les villages, qui coulent des champs, qui envahissent les routes. Quand on a vu ça, on a tout compris. Arriver à rendre les sols vivants, tous les sols agricoles, si on rend tous les sols agricoles vivants, on va arriver à capter beaucoup d'eau dans la structure du sol et diminuer déjà l'érosion, diminuer les effets des inondations et permettre à des sources de couler plus longtemps, donc d'alimenter les rivières plus longtemps et d'avoir la possibilité d'arroser quand on a vraiment des périodes très sèches l'été, ou que ce soit du maraîchage, même la vigne, on est dans des conditions où j'ai un coteau, là si je ne l'arrosais pas, ça ne serait plus la peine de le cultiver, quoi. Et la vie a une limite, il faut quand même l'admettre, mais c'est certain que l'histoire des grandes bassines comme Sainte-Soline ou celle qui est en projet chez nous dans le Gard à 30 km d'ici, 600 000 m3, c'est une solution à très court terme, mais c'est un peu comme les canons en haut pour faire de la neige l'hiver dans les stations de ski, on voit bien où ça nous amène. Voilà, on est sur une vigne en première année de conversion bio. Donc après vendange, on a fait un travail du sol pour pouvoir implanter un engrais vert, qu'on devine un petit peu là. Et bien sûr, ce qui devait arriver est arrivé. Après les pluies qu'on a eues, là, des 200 mm, on a une perte de terre en amont là, et on voit que la terre, l'argile, tout a coulé et est allé vers le ruisseau. Donc il n'y a pas trop de terre qui est partie dans le ruisseau, mais bon, ça a atterri dans la rive de la vigne. Et là, on est vraiment sur du conventionnel. C'est encore du bio, mais c'est du bio en début, mais c'est encore du conventionnel. Donc le sol n'est pas du tout structuré. Voilà, là on est sur un endroit où l'eau qui est descendue de plus haut n'a pas pu s'évacuer. Donc on a eu une stagnation de l'eau. Donc pourrissement de l'engrais vert. On voit qu'il n'a pas pu germer, les graines ont pourri. Et on est sur un tassement des sols, c'est typique, quoi. Le sol est fondu, il n'y a plus de... Là on est sur une zone totalement imperméable, quoi. Chaque fois qu'il pleut, pendant 3 jours ou 4 jours, ça reste une flaque d'eau. Et on commence à deviner la mousse qui commence à pousser, voilà. Donc c'est un sol qui
normalement du potentiel pour infiltrer de l'eau qui ne le peut plus. Voilà, là on est en deuxième année de conversion. Donc on voit immédiatement que les engrais verts poussent différemment. Il y a davantage de févroles qui ont poussé. On voit aussi la vesse qui sort bien aussi. Et la densité est plus importante. Bon, on a rajouté aussi un petit peu de broyage de branches, mais très peu. Et ça permet de voir que déjà là on n'a plus du tout d'entraînement de boue, de terre et tout ça. Donc on a déjà on a une restructuration des sols qui commence à se former. On est gagnant sur tous les tableaux. Là, quand il a plu, quand il a fait les épisodes dans les 200 mm, il a fait des épisodes un peu serrés, à plus de 10 mm en 5 minutes. Et là, il est sorti de l'eau, de la terre, ça c'est clair, je l'ai vu. Mais ça n'a pas emporté de boue ni d'argile. Donc c'est que l'eau qui est sortie. On a un manque à gagner au niveau des nappes parce qu'on n'est pas encore sur une terre idéale, quoi. Voilà, là on est sur de la troisième année de conversion. Donc pas de semis cette année d'engrais vert. On a un enherbement spontané, donc différent là où le sol a été travaillé et là où il n'a pas été travaillé, simplement broyé. Donc c'est pas du tout le même type d'herbe qui pousse. Mais là, de cette terre, j'ai pas vu couler d'eau cette année. Je suis venu plusieurs fois quand il pleuvait. Donc déjà au bout de 3 ans, on peut dire qu'on a stoppé l'érosion, qu'on a stoppé la perte d'eau, parce qu'il y a une bonne partie qui s'est infiltrée. Après, c'est peut-être pas parfait non plus encore. Moi, j'ai pu observer la transformation de mes sols, mais ça m'a pris au moins 30 ou 35 ans, parce que j'ai fait ça en tâtonnant et en allant doucement. Mais là on voit qu'en ayant une action positive et volontariste, on peut arriver en 3 ans déjà à changer énormément de choses, quoi. Donc, et après, ça peut aller que mieux. Donc il faut vraiment aider les agriculteurs à modifier leur façon de travailler et leur façon de penser, quoi. Voilà, là on se retrouve un peu comme en Bretagne avec des algues vertes dans un ruisseau qui draine une bonne surface de terre agricole. Donc ces algues le poussent. Bon, il y a le réchauffement climatique qui leur permet de se développer davantage en cette saison, mais on a aussi tous les engrais chimiques qui sont déversés dans les sols, qui ne sont pas fixés par les cultures et qui ne sont pas fixés par la bonne structure argilo-humique des sols. Ils se retrouvent drainés par les sources, par les drains, par les coulements de surface. D'où l'intérêt d'avoir de la végétation spontanée ou plantée à l'automne qui va permettre de fixer ces éléments et d'éviter que ça se retrouve dans les rivières et puis l'eutrophisation, parce que là, bon, il n'y avait pas de poissons. Mais plus bas, il y a des ruisseaux ou des rivières qui ont des poissons, et quand ces eaux chargées en nitrate et en phosphate tombent là-bas, et bien ça eutrophise et puis ça bouffe l'oxygène et on se retrouve avec tous les problèmes. Nous, les ruisseaux comme ça, avant on buvait l'eau quand on était gamin. On n'avait aucune crainte, hein. Maintenant, je ne m'y pencherai pas. Il faudrait avoir soif. Lorsque vous constaterez que les saisons ne se font plus, qu'elles sont déplacées, que le climat est détraqué, lorsque la grisaille et le froid persistant assombriront vos jours, que vous serez obligé de vous chauffer en plein été et de vous mettre en bras de chemise pendant l'hiver, quand des sécheresses meurtrières pour tout ce qui vit se manifesteront et que des inondations dévastatrices séviront, quand les intempéries détruiront vos récoltes, quand la grêle défoncera vos toitures et que les cyclones les emporteront,
quand des tempêtes de sable emporteront vos sols et vous aveugleront, ce petit ouvrage vous dira pourquoi. Il vous dira aussi comment il sera possible de prévenir ces catastrophes. Extrait du livre de Maxime Guillaume, Le sol fait le climat, écrit en 1970 aux éditions Vie et Action. Si les gens ne comprennent pas, je ne sais pas comment il faut faire, quoi. C'est ça qui est dur.